Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. C'est un homme en uniforme qui s'abstient de trop parler sur les médias. Exilé depuis bientôt 4 ans, l'ancien commandant de la gendarmerie Olivier Amapoko aime plutôt poser des actes pour sortir le Togo de l'impasse politique. Comment le pouvoir militarise le pays pour sommer la peur et la terreur? Comment Faure Gnassingbé et tout son système ont-ils mis stratégiquement fin au dialogue? Face à cette interminable crise, la communauté internationale pousse-t-elle encore le peuple togolais vers des élections non transparentes? Pourquoi les contestations populaires, couplées de grondes sociales dans tous les secteurs, n'arrivent-elles pas à faire fléchir le pouvoir de Faure Gnassingbé et son système? Amis auditeurs de l'émission Fenêtre sur l'Afrique et de Radio Affolité, autant d'interrogations auxquelles va tenter de répondre notre invité, Olivier Amapoko, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale. Il est en ligne depuis son lieu d'exil. Commandant Olivier Amapoko, bonsoir et merci de nous accompagner. Bonsoir Amos. Bonsoir à tous ceux qui sont à l'écoute actuellement sur les radios Canal K et Avant l'été, la voix de la résistance togolaise. Je voudrais vous remercier encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer à un moment crucial de la vie de notre pays. Amos, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de votre confrère Junior Amenouyan qui vient de nous quitter cette semaine. Je suis certain que ses œuvres seront gravées dans nos cœurs. Paix à son âme. Je voudrais aussi dire merci à toute la diaspora togolaise pour le travail énorme, colossal, de mobilisation et de résistance qu'elle abat et continue d'abattre depuis quelques mois. Chapeau à Inoussa Ave Traoré, à Karl Gaba, à Romarikson, à Foussena, Farida, Madame Lili, Ali Akondo et d'autres anonymes qui constituent le fer de lance des activités de la diaspora. Et bien évidemment, je n'oublie pas ceux qui sont au Togo. Et je voudrais dire mes admirations aux membres de la coalition des 14 pour le travail aussi qu'ils abattent sur le terrain. Et je voudrais aussi faire un clin d'œil à mon jeune frère Nabouja, qui est perché quelque part dans le nord du Togo. Vraiment, chapeau à tout le peuple togolais. Restons toujours debout, quelles que soient les circonstances, jusqu'à la fin du régime de Faure Gnassingbé. Commandant Olivier Amapoko, encore une fois, merci beaucoup pour ce clin d'œil aux combattants, notamment de la diaspora. Écoutez, commandant Olivier Amapoko, nombreux sont ceux qui regrettent la participation de la coalition des 14 au 27e dialogue. Selon vous, la coalition des 14 pouvait-elle refuser d'aller au dialogue? Si oui, quelles seraient les conséquences du refus sur le plan diplomatique selon vous? Amos, écoutez, je pense que nous devons faire un effort pour connaître davantage le régime qu'on a en face. Connaître ses intentions, son état d'âme, son état d'esprit, avant de juger. Bon, sur la forme, certains Togolais peuvent regretter
Mais au fond, il n'y a pas à regretter. Je m'explique. Vous savez que c'est la mobilisation du peuple qui a contraint le régime de Faure à demander ce dialogue. N'oublions pas que les différentes mobilisations ont fait appel à l'armée. Même le chef de file de l'opposition, dans une allocution au cours d'une mobilisation, a fait un clin d'œil à l'armée, qui, bien évidemment, n'a pas lâché le régime de Faure-Gnassingbé. Eh bien, en ce moment précis, avions-nous les moyens de faire face à cette catégorie de Togolais qui protègent le système en place avec les armes de toute la nation? Je dis non. Parce que toutes les mobilisations sont aux mains nues. La coalition l'a clamé haut que sa lutte est non violente. De deux, il a fallu que nos représentants trouvent une stratégie pour faire aboutir les revendications du peuple à travers ce dialogue. Ces revendications étaient si légitimes que le pouvoir de Faure-Gnassingbé était dans l'embarras. Et ils sont obligés de fuir ce dialogue et nous obliger à reprendre les manifs. Et c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont brutalisés pour nous montrer qu'ils ont la force. Et maintenant, le monde entier a été indigné. Donc, disons que, à travers ce dialogue, le monde a connu le vrai visage de ce pouvoir. Normalement, si la coalition était belliqueuse et si la coalition s'était préparée, elle aurait profité de ce moment précis pour rendre le pays ingouvernable et pousser le pouvoir à céder sur tous les points de revendication. À défaut, le chasser. Bon, à la question de savoir si la coalition pouvait refuser ce 27e dialogue, j'ai dit non. Elle ne pouvait pas le refuser parce qu'elle était sur le terrain, les mains nues. Mais si elle était en belligérance armée contre le pouvoir, d'accord, c'est le terrain qui commande. Si la coalition a le vent en poupe sur le terrain, elle pouvait refuser le dialogue et utiliser la force pour faire aboutir ses revendications. Sinon, dans l'état actuel des choses, si la coalition avait refusé ce dialogue, le pouvoir aurait déjà organisé son référendum. Ça, à coup sûr. Et en ce moment, la coalition aurait à dos les partenaires occidentaux et les pays de la CEDEAO. C'est mauvais en ce moment. Et tenez-vous bien, si la coalition avait refusé ce dialogue, le médiateur aurait donné son quitus à la délégation que Faure lui a envoyée pour avoir son autorisation et foncer vers les élections. Donc, sachez qu'à travers ce dialogue, l'opposition a eu un acquis. Ben justement, le refus d'aller au dialogue pourrait-il constituer un atout pour la sortie de cette interminable crise politique au Togo? Écoutez, moi je pense que
Le refus d'aller au dialogue aurait profité au régime de Faure Gnassingbé. Donc, connaissant ce régime et n'ayant pas l'armée avec nous, l'armée, surtout une partie de l'armée qui est très proche de Faure, d'ailleurs, prend l'opposition, du moins considère l'opposition comme un ennemi. Soit la coalition refuse le dialogue et met les bouchées doubles pour prendre d'assaut toutes les institutions du pays, les occuper, pour contraindre le président de la République à démissionner. Là, il y aurait une sortie de crise, rapidement même. Sans cela, la crise va durer, va continuer. Et si le peuple est résistant et persévérant dans la durée, il finira par avoir gain de cause. Je fais au passage encore un clin d'œil à Yemi de Souza, qui m'a toujours cité. Il défend avec force l'appel de tout le peuple togolais envers l'armée pour mettre fin au régime de Faure. Yemi, ce que tu dis, c'est faisable et c'est possible, mais à condition que l'armée togolaise ait un caractère républicain. Ça aurait été dans un autre pays, cela devrait être fait depuis. Mais vous savez, dans les années 66, ce que j'avais dit en 2013, en novembre 66, c'est le père de Faure Gnassingbé même qui était à la tête des militaires qui sont allés obtenir la démission de Nicolas Kruniski. Ils l'ont fait lorsque les populations les avaient appelés. Mais quand le père de Faure Gnassingbé est venu au pouvoir, il a infiltré l'armée. Il a infiltré sérieusement à travers les recrutements à caractère tribal. Donc, c'est ce qui a plombé le caractère républicain de notre armée. Faure Gnassingbé est venu, lui aussi, il est allé dans la même direction. C'est ce qui rend les choses difficiles. Mais continuons de persister. Continue de persister. Et le jour où il y aura une grande mobilisation, tout le peuple va demander l'intervention de l'armée. Et à force d'insister, peut-être on aura les républicains parmi eux qui vont agir. Commandant Olivier Mapoko, parlons sans langue de bois dans cette émission. Le Togo, selon vous, à son niveau de la crise, a-t-il besoin, oui ou non, de la communauté internationale, ou le Togo doit-il faire qu'avec le seul? Écoutez, ce que je sais, aucun pays ne peut vivre en autarcie, même la Corée du Nord. En ce qui concerne le niveau de la crise actuelle dans notre pays, je pense que du moment où, entre nous Togolais, nous n'arrivons pas à trouver une solution à notre problème, la communauté internationale va s'inviter, ou d'ailleurs s'invite déjà, dans la crise togolaise. Pourquoi elle s'invite? C'est simple. Parce que le régime en place, ayant contracté des dettes sur le plan international, cette communauté internationale est obligée
de s'inviter dans notre crise pour un temps soit peu nous empêcher d'aller à un affrontement dévastateur qui mettrait en péril ses intérêts. Donc, mais néanmoins, nous devons, nous Togolais, comprendre que si nous nous levons tous contre ce régime, et si nous sommes compacts, constants dans nos mouvements, et si sur le terrain, nous arrivons à dominer cette force militaire, la communauté internationale va se mettre derrière nous. Il n'y a rien à faire. Souvenez-vous du Burkina. Au moment où la population était dans la rue, cette communauté internationale était pratiquement au milieu. Elle ne disait rien. Mais lorsque le peuple a eu le dessus, elle s'est alignée immédiatement derrière les populations du Burkina. Et elle a aidé à ce que la transition aille jusqu'à son terme. Ben voilà tout qui est bien expliqué. Commandant Olivier Mapoko, justement, certains observateurs estiment que la coalition des 14 et la société civile au Togo manquent de stratégie dans la conduite de la lutte. Alors êtes-vous d'avis? Si oui, avons-nous les moyens de faire cavaler seul? Amos, écoutez-moi bien. Moi, je pense que la coalition des 14 ne manque pas de stratégie, mais plutôt a opté pour une stratégie, notamment la lutte aux mains nues. Et vous savez, c'est en fonction des contraintes du terrain et des moyens qu'elle dispose. Je le pense parce que j'ai été un acteur dans le collectif Sauvons le Togo. Donc, ce n'est pas aisé. Dans le jargon d'une catégorie de personnes, on dit c'est le terrain qui commande. Donc, maintenant que la nouvelle situation est en train de se présenter, c'est-à-dire une nouvelle situation est là, qui se présente, notamment le blocage du dialogue. À mon avis, la stratégie de la coalition doit évoluer. Elle doit évoluer. Et je propose que la coalition joigne aux différentes manifestations l'audace, appeler avec force l'armée à résoudre le problème dans un délai bien défini. À défaut, développer des scénarios à rompre la cohésion de l'armée, à saper le moral des conservateurs, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour de Fort Gnassingbé et qui constitue aussi un obstacle pour l'évolution politique et sociale du Togo. À travers des actions de grande envergure, il va falloir alors disposer des gens audacieux. Cela m'amène à citer un illustre sud-africain qui avait déclaré au cours de sa lutte contre l'apartheid que c'est le comportement de l'adversaire qui détermine les moyens qu'il faut utiliser pour atteindre notre objectif. Donc, les stratégies doivent évoluer. Ça doit évoluer dans le but d'atteindre notre objectif maintenant par d'autres moyens. Je voudrais ajouter que nous qui sommes engagés, c'est-à-dire tous les Togolais qui sont engagés
dans ce combat, devrions aller aussi vers les autres oppositions qui sont populaires dans la sous-région. Nous devons aussi approcher d'éminentes personnalités. Nous devons les chercher, les rencontrer. Des personnalités qui se sont prononcées en faveur du changement de régime dans notre pays. Au niveau de la diaspora, les gens le font déjà. Il faut continuer, persister et aller même vers les Togolais qui ont des moyens. Et soyons tous audacieux. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur. Soyons audacieux. Parce que les difficultés que nous avons dans notre pays, ces difficultés proviennent d'une frange des Togolais qui s'accaparent des ressources de notre pays. Donc c'est eux qui ne veulent pas que le pays connaisse une alternance, c'est eux qui bloquent tout. Et tous les Togolais, je pense, nous tous, nous les connaissons. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens. Commandant Olivier Mapoko, pendant environ 4 minutes, dans votre intervention, vous avez avancé ce mot, audace. Il faut avoir l'audace. Les Togolais doivent oser. Les Togolais doivent oser pour avancer. Écoutez, depuis le 19 août 2017, le peuple togolais marche au pays. Sur les terres d'accueil, la diaspora togolaise marche également. Malheureusement, ces manifestations ne dissuadent pas le pouvoir. Le travail diplomatique non plus ne donne pas pour le moment aucun résultat rassurant. Commandant Olivier Mapoko, beaucoup de Togolais se posent cette question. Que faire alors? Amos, écoutez, si les différentes mobilisations ne dissuadent pas le pouvoir, alors il va falloir évoluer dans les stratégies pour que les populations se fassent entendre. C'est pourquoi plutôt j'ai parlé de l'audace qui peut se caractériser par la légitime défense des manifestants. Il faut que les manifestants se préparent pour se défendre. Voilà. Répondre à toute violence par la légitime défense. Et vous verrez que les lignes vont bouger. Et cela sur toute l'étendue du territoire. Vous verrez que au niveau des diplomates et au niveau du pouvoir, les lignes vont bouger. C'est simple. C'est simple. Commandant Olivier Mapoko, tout à l'heure, vous venez encore de sortir ce mot, audace. Il faut avoir l'audace. Encore une fois, audace. On se répète, l'audace. Mais justement, le peuple togolais se donne-t-il à fond? Sinon, à qui la faute? À la coalition des 14? À la société civile? À la diaspora? À qui la faute? À qui la faute? Au peuple lui-même, commandant Olivier Mapoko. Écoutez, dans cette crise, certaines localités se sont données à fond. À savoir Lomé, Palimé, Agnès, Sokodé, Bafilo, Mango, Tchamba, Guérenkuka. D'autres localités ont été timides à cause de la peur. Je voudrais citer Kara, Ketao, Niamtougou, Kanté, Dapaon, Bassar. Mais il faut noter que les populations, dans l'ensemble, ont respecté les consignes de la non-violence. Maintenant, tout le monde connaît les résultats de cette stratégie. C'est au peuple maintenant de prendre son destin en main. Donc, il va falloir, ou du moins, il faut encourager et inciter les Togolais des autres localités à se joindre au mouvement. Je pense que c'est ce que les partis politiques sont en train de faire en ce moment. Sinon, s'il faut blâmer, je blâmerai les Togolais qui restent cloîtrés dans leur maison lorsque les autres manifestent. Je voudrais encore m'adresser à tous mes frères Kabiais, Losso, Lamba, Moba, qui sont dans les autres préfectures,
Les évêques de Palimé aussi, du Grand Couteau. Il est temps de vous réveiller. Les Kabyé, Losso, Lamba, qui sont dans d'autres préfectures, dans d'autres villages et hameaux. Je voudrais encore vous demander de vous joindre au mouvement. Ce n'est pas un crime si vous vous levez contre Fort Gnassingbé. La Constitution vous en donne le droit. Ce n'est pas parce que Fort est Kabyé qu'il faut vous taire sur les dérives de son régime. Je voudrais que vous le sachiez. Les gens l'ont dit plusieurs fois ou à maintes reprises. Fort est en train de gaspiller, continue de gaspiller l'argent du Togo. Il a acheté un véhicule qui a coûté plus d'1 milliard. Allez dans son parc, des gros véhicules, des V8, des véhicules à 8 cylindres, et des villas partout à travers le pays. Et il faut utiliser l'argent du contribuable pour amener la sécurité dans tous ces endroits, sans compter ses maîtresses. Donc, il faut que vous le sachiez. Quand son père mourait, quand Eyadema mourait, le budget de la présidence n'atteignait même pas 5 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le budget de la présidence de Fort fait plus de 23 milliards. Donc, il faut que vous le sachiez. Vous, les Kabyé qui êtes dans les autres préfectures, il faut le savoir. Hein? Quand le père de Fort mourait, il faut que vous le sachiez. Et dans une banque en Suisse, le papa de Fort a plus de 4 000 milliards. C'est-à-dire, il a plus de 4 fois le budget du Togo. Mais vous êtes ses frères Kabyé. Cet argent-là, je ne sais pas. Vous êtes Kabyé, mais vous ne verrez rien. C'est les enfants d'Eyadema qui vont le partager aujourd'hui. Et quand Fort est arrivé, lui, il aurait volé plus que ça. Il a volé plus de 8 milliards, 8 000 milliards. Hein? Les finances au niveau de l'international ont noté plusieurs sorties d'argent, de gros sous du Togo entre 2006 jusqu'en 2013. Voilà comment le Togo est pillé. Les phosphates du Togo ne servent qu'à lui seul et à une famille en Israël. Et vous les Togolais, vous souffrez, nous souffrons, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'eau potable, hein? Nous n'avons pas de tracteurs pour les champs, nous n'avons pas d'engrais, nous n'avons rien. Et lui, il prend l'argent du Togo, il s'en sert seul. Devant cette situation, faut-il se taire? Non. Si nous nous taisons, nous faisons mal. Nous nous faisons mal et nous faisons mal aux générations futures. C'est pour cela, je vous demande de vous lever. Tous les Kabyé, levez-vous. Levez-vous et marchons. Restons debout pour que le régime de Fort Gnassingbé finisse. Ben voilà, commandant Olivier Mapoko, vous venez là de lancer encore une fois un appel pressant à tout le peuple togolais de se mobiliser, mais le pouvoir militarise le pays, rappelle tous les militaires retraités, consigne tous les officiers. Que comprendre alors de ces dispositions défensives qui se mettent en place, commandant Olivier Mapoko? Écoutez, la militarisation du pays, le rappel des retraités, les camps consignés, cela dénote de l'inquiétude dans laquelle se trouve le pouvoir du Togo. Voilà. Les autorités du pays sont en train d'anticiper. Ils sont en train d'anticiper sur certains événements qui pourraient se produire en cas de passage en force. Donc, c'est pour installer une certaine psychose dans le pays. Faire peur aux Togolais en se basant sur le concept de montrer la force pour dissuader ou prévenir toute éventualité.
Et tenez-vous bien, ces mesures se prennent par rapport aux faux renseignements, aux fausses informations et aux résultats d'espionnage qui leur parviennent. Vous savez, comme vous le savez, le Fort Gnassingbé, ou du moins c'est le régime de Fort Gnassingbé, s'est doté du matériel israélien pour espionner les téléphones, les emails, les positions exactes des gens suspects à leurs yeux sur le territoire togolais. Donc, toutes les dispositions qu'ils sont en train de prendre actuellement, c'est juste pour anticiper sur d'éventuels événements qui pourraient se produire en cas de passage en force. En tout cas, par rapport à cette militarisation du pays, tout est également clair pour le peuple togolais. Alors, si l'idée derrière ce renforcement de la sécurité et la défense est le passage en force comme vous venez de le décrire, que peut-on faire alors pour faire face à cette force de défense qui tue, opprime, tabasse, blesse, kidnappe et emprisonne le peuple togolais sans qu'aucune organisation internationale ne condamne l'abus d'autorité, la violence militaire, la violation des droits de l'homme? Commandant Olivier Poko, que peut faire le peuple togolais? Comment? Quoi faire? Écoutez, pour faire face à ces militaires qui tuent, qui violentent les populations, il faut absolument se défendre et leur opposer une résistance farouche. Dans le contexte actuel, c'est de la légitime défense. Cela voudra dire que les Togolais doivent sortir massivement pour balayer ces militaires violents, prendre possession de leur matériel, rallier les républicains à la cause du peuple. Certains me diront ici que c'est un rêve ou c'est de l'utopie. Non, c'est faisable. C'est réalisable. Certains peuples l'ont réalisé. Donc, nous les Togolais, nous pouvons aussi le faire, à condition qu'on soit audacieux et qu'on dégage en nous la peur. Commandant Olivier Poko, ce mot revient toujours, hein. Il faut avoir l'audace, l'audace. Il ne faut plus avoir peur, s'autodéfendre. Là, sur le terrain, la mobilisation semble ne plus prendre à cause de ces répressions sanglantes sur la population. Alors, Tikpi Achadam, le leader du PNP, l'homme là qui a redonné un nouvel élan à la lutte, n'est plus visible sur le terrain. Il dit craindre pour sa vie, ce qui est tout à fait normal. Alors, malgré cela, Tikpi Achadam parvient quand même à mobiliser ses troupes. Mais, une question demeure, commandant Olivier Poko. L'absence de l'homme, nous voulons parler de Tikpi Achadam, sur le terrain, lors des manifestations, aura-t-elle des répercussions sur la mobilisation? Quel manque à gagner pour la lutte alors? Écoutez, Amos, l'absence du président du PNP, M. Achadam, n'a pas eu de répercussions significatives sur les différentes mobilisations. En tout cas, c'est moi qui le constate. Je le constate. Beaucoup d'autres aussi l'ont constaté. La preuve, tous les samedis, les réunions du PNP sont bondées. Je pense que ce leader a des hommes courageux, tels que M. Ouro Dikba, le docteur Sama, et d'autres qui maîtrisent très bien les secrets de la mobilisation et de la résistance. Ben justement, oui, une réponse très courte, mais qui a tout son sens. Commandant Olivier Poko, nous allons avancer dans cette interview que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis votre lieu d'exil. Alors, l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo, M. Sanders, propose l'option des élections pour sortir le Togo de l'impasse politique. Et là, le Front citoyen Togo Debout riposte avec rigueur et énergie à travers une lettre ouverte. Commandant Olivier Poko, quelle est votre réaction? Oui, Amos, écoutez, je dirais bien joué au Front citoyen Togo Debout, parce que
ils ont eu d'une manière prompte à donner une réponse à l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. C'est un acte efficace qu'ils ont posé. Et comme vous le savez, le Togo n'est pas encore prêt pour réaliser ou faire une élection transparente. Si vous-même, vous savez ce qui se passe lors des élections dans notre pays, vous n'allez pas croire. Et je pense que l'Allemagne ou les nouvelles autorités de l'Allemagne, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, ont une mauvaise connaissance même de la situation du Togo. Et surtout, ils ne connaissent pas ce régime. Ils ne le connaissent pas. C'est pour ça, quand à force, ou plutôt à force d'aller tout le temps les tromper, à force d'aller leur faire la langue mielleuse tout le temps, et en trompant les chancelleries qu'ils sont prêts à ouvrir le pays à la démocratie, alors qu'au même moment qu'ils parlent d'ouverture du pays à la démocratie, ils le ferment par derrière. Voilà. Je pense que les chancelleries doivent savoir que le régime du Togo s'impose aux Togolais par la force des armes. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils le comprennent. S'ils ne l'ont pas compris, je pense qu'il est temps pour que nous, la population, toute la population togolaise, leur prouve que ce régime est un régime despotique, est un régime malfaisant, est un régime qui ne défend pas les populations. C'est un régime qui n'apporte rien aux populations. Donc, notre devoir, c'est de le dégager par tous les moyens. Nous avons utilisé la non-violence. Ils nous ont pris pour des cons. Maintenant, je pense que, à travers le dialogue, et souvent on dit que lorsque la diplomatie échoue, il faut changer de stratégie. Voilà, je pense que les gens me comprennent à demi-mot. Il faut qu'on mette les bouchées doubles. Il faut foncer. Il faut foncer avec courage et de l'audace. Et si nous le faisons, nous persistons d'une manière massive, nous aurons gain de cause. Je pense que la jeunesse de l'ANC aussi se prépare pour des sittings devant certaines chancelleries et ministères. Je profite pour dire à la jeunesse de l'ANC que je vous connais très bien. Je pense que vous n'allez pas vous plier aux injonctions du ministre de l'Intérieur, car c'est votre droit de manifester où vous voulez, quand vous voulez. Donc, comme je vous connais, je sais que vous allez braver toutes ces interdictions, et c'est en bravant les interdictions qu'on saura que vous êtes audacieux et que, à travers ces actes de défiance, les lignes vont sûrement bouger. Aux jeunes qui sont victimes de différents rafles dans leur quartier, moi je vous dirais simplement que prenez des dispositions. Prenez des dispositions pour avoir des sifflets. Et soyez prompts au regroupement. Au sifflet, lorsque vous verrez les militaires envahir vos quartiers, au sifflet, que tout le monde se rallie, se regroupe. Et lorsque les gaz lacrymogènes vont commencer par sortir dans les quartiers,
Ça va déranger beaucoup de gens et je pense que prochainement, les militaires ne viendront plus dans vos quartiers. Sortez, opposez une résistance à tous ces militaires parce que l'article 150 de la Constitution vous l'autorise. Utilisez cet article à tout moment pour vous défendre. Eh bien, voilà tout qui est dit, tout qui est bien expliqué. Le peuple togolais debout à jamais doit comprendre qu'il est maître de son destin. Commandant Olivier Mapoko, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis votre lieu d'exil. La recherche de solutions à la crise se poursuit. D'un front à un autre, les centristes annoncent la fin du dialogue et se projettent sur le plan électoral qui, selon eux, porte en lui la solution. Comment analysez-vous cette position des centristes? Écoutez, Amos, en ce qui concerne les centristes qui font parler d'eux, je pense que le pouvoir en place n'a de considération qu'à des regroupements qui sont présents sur le terrain et qui drainent des foules. J'aurais aimé que ces centristes fassent parler d'eux à travers des marées humaines, à travers des mobilisations, à Lomé et dans les préfectures. Sinon, je pense que sans cela, ils n'ont aucun avenir. En tout cas, merci beaucoup, commandant Olivier Mapoko, de nous avoir accompagnés en ligne depuis votre lieu d'exil. Nous rappelons que vous êtes un ex-commandant de la gendarmerie et vous êtes en exil, ça fait bientôt 4 ans. Merci et bonsoir. La lutte continue. À vous l'été. Merci Amos. Merci à tous les auditeurs qui ont aménagé plutôt leur temps pour m'écouter. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.